Excellent, mesdames, messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Merci également de votre fidélité au programme de Business 24. Aujourd'hui, nous allons recevoir une grande dame, une grande personnalité, une grande bosseuse ici au Congo-Brazzaville. Avec elle, nous allons parcourir tout ce qu'il est en train de faire ici. Elle, c'est Madame Aline France Etokabeka. Bonjour, Madame. Bonjour. Comment vous allez? Mais très bien. Alors, qui est Madame Aline France Etokabeka? Alors, je me présente. Je suis Aline France Etokabeka. Je suis journaliste, tout le monde sait que je le suis. Et donc, actuellement, j'occupe les fonctions de directrice des programmes à la télévision nationale. Et précédemment, j'ai été directrice de l'information. J'aime à le dire parce que historiquement, je suis quand même la toute première femme au niveau du Congo à occuper cette fonction, puisque Télé Congo, c'est la chaîne nationale, donc le miroir de notre pays. Donc un instrument de communication très important pour notre population et le gouvernement. Donc j'ai été honorée en tout cas d'occuper la fonction de directrice de l'information, à savoir que Télé Congo a été créé le 28 novembre 1962. Donc ça faisait très longtemps. Il a fallu attendre 2019 pour qu'on pense à responsabiliser une femme dans cette fonction. Et donc avant cette fonction, j'ai exercé le métier de journalisme de fond en comble, parce que je suis une journaliste de télévision. J'ai effectué mes études d'abord au Congo, avant d'aller les poursuivre à l'étranger, notamment aux États-Unis, où je suis allée faire une spécialisation en journalisme d'investigation à l'université du Minnesota. Et après les États-Unis, je suis revenue au Congo et après, dans le cadre toujours de mes projets d'études, parce que j'aime vraiment apprendre et j'aime toujours ajouter en plus dans mes connaissances, je me suis engagée à aller suivre d'autres formations, toujours dans le cadre du journalisme et de la communication en France. Et là donc, j'ai été emmenée à intégrer des grandes écoles du journalisme et de la communication où j'en sors avec des diplômes, le premier en journalisme à l'école de journalisme de Paris. Et ensuite, j'ai fait communication institutionnelle, toujours à Paris, dans une autre école supérieure de France. Et j'en sors aussi avec d'autres diplômes supérieurs. Et puis, au-delà de ça, j'ai fait d'autres formations, toujours liées dans mon domaine de communication et du journalisme. Et j'ai bénéficié aussi de quelques moments d'imprégnation dans des grandes structures télévisuelles en France et en Belgique. En France, j'ai côtoyé les médias qui ont pignon sur rue comme CNews. J'ai travaillé aussi avec Télésud. J'ai travaillé un peu aussi avec France 2. Et puis un stage que j'ai eu effectué à TF1. Et dans le cadre de la communication, j'avais bénéficié d'une formation qui m'a emmenée à Bruxelles, en Belgique, où j'ai eu la chance, en tout cas, d'être dans les rouages de la diplomatie européenne, parce que le stage, je l'ai effectué au siège de l'Union européenne à Bruxelles. Donc voilà, de manière ramassée, qui je suis, Aline France Etokabeka. Et donc, en dehors de ces fonctions et de ce cadre professionnel, je suis dans l'encadrement des jeunes et je suis dans l'entrepreneuriat social et je m'engage en tout cas dans ce que je fais à me sentir utile en tout cas, car il est demandé à tout citoyen qui se le reconnaît en tout cas de poser sa pierre à l'édifice. Moi je pense que par rapport à cette petite notoriété qu'on a, puisque les gens nous connaissent par l'écran, par donc le côté virtuel, il était important pour moi, je l'ai estimé vraiment nécessaire, d'aller vers le public en choisissant une catégorie de la population qui me tenait à cœur, donc les jeunes. Et donc je me suis décidée à faire des choses avec les jeunes, les encadrer, les encourager, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez l'imaginer que beaucoup de jeunes, surtout au niveau de nos pays africains, sont en perte d'identité, sont en perte de modèle social pour se construire. Les modèles existent, mais les modèles sont généralement inaccessibles. Bon, ils sont peut-être pas trop débrouillards à aller vers, mais il est question aussi pour nous qui estimons être ces modèles-là dans nos domaines, d'aller vers ces personnes que nous estimons avoir besoin de nous
pour les accompagner, pour les orienter, pour que nos expériences et nos parcours les inspirent et les emmènent à avoir du courage à avancer et à croire en l'avenir. Donc voilà. Merci madame. C'est très grave, c'est très compliqué. On ne sait même pas quoi dire, mais félicitations. Merci. Nous passons dans votre vie professionnelle. Vous êtes directrice des programmes de la télévision nationale. Nous savons que la télévision nationale a beaucoup de conditions pour qu'un élément passe. Comment arrivez-vous à planifier un très bon programme pour que les gens suivent la journée? Beaucoup de conditions, mais c'est normal, c'est une chaîne de télévision. On n'a que 24 heures pour couvrir tous les rendez-vous. Encore que il faut déjà avoir ces 24 heures à disposition. Il y a des moments où on a des problèmes techniques qui nous emmènent à avoir la moitié du temps parce que généralement Télé Congo par moment s'arrête à minuit, arrête la diffusion des émissions à minuit. Donc à partir de minuit jusqu'au matin, vous voyez tout ce temps que nous perdons, qu'on devait combler dans la diffusion de certains programmes. Bon, on essaie de s'organiser sous les orientations du directeur général de la télévision, André Ondélé, qui est donc notre DG, qui nous donne une certaine impulsion dans ce que nous devons faire. Je sais que c'est une lourde charge que de conduire les programmes qui sont donc le contenu qui régit la télé H24. Ce n'est pas rien. Il faut en cela avoir à vue d'œil la manière de tenir en compte tous les aspects de la société, tous les aspects qui pourront en tout cas répondre aux attentes de notre public. Nous sommes une chaîne généraliste, le service public. Donc nous sommes là pour travailler en même temps pour le public et pour le gouvernement. Nous servons d'interface entre les deux parties pour en même temps présenter au public les actions qui sont menées au niveau du gouvernement pour le bien-être social, pour le développement socio-économique. Et de l'autre côté, emmener le gouvernement à travers nos initiatives de comprendre les besoins des populations et de se rendre compte également de l'action qu'il mène à l'endroit des populations pour voir s'il y a des retombées, si le degré de l'action arrive à satisfaire ou il y a encore des choses à améliorer ou des choses à ajouter ou peut-être d'autres points à exploiter pour que l'ensemble de la population se retrouve. Donc vous voyez que ce n'est pas un rôle facile, surtout dans nos États démocratiques. Nous avons un grand rôle à jouer en tant que, on nous appelle quatrième pouvoir, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on a une très grande responsabilité à apporter une information vraie auprès du public, d'abord à la concevoir, à faire des recherches et à emmener le public à avoir des informations de qualité et à être informé en temps réel sur tout ce qui se fait au niveau de la vie nationale. Donc on essaye en tout cas à combler ces attentes-là autant que faire se peut. On arrive quand même à jouer notre rôle. On a plusieurs programmes dans notre chaîne de télévision. Le plus grand programme que nous avons, c'est le journal télévisé parce que nous sommes d'abord une chaîne d'actualité. On a plusieurs éditions par jour. Déjà les heures sont connues et cela se fait en collaboration avec mon collègue de l'information qui programme le journal et les présentateurs. Et à notre niveau, on arrive à calibrer le temps parce que vous savez, on parle du journal, mais on ne se rend pas compte souvent des contraintes qu'il y a autour de sa préparation jusqu'à sa diffusion. Le journal, son timing dépend du flux de l'actualité du moment, sinon du jour. Il arrive qu'on ait beaucoup d'informations qu'on n'arrive pas à contenir dans le temps imparti du journal. Ou on en a moins, mais dans ce temps qui reste après la fin du journal, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, donc il faut faire ce travail de calcul à chaque fois. Mais pour le cas de Télé Congo, généralement nous sommes en pléthore d'informations. On en a beaucoup qui viennent tous les jours de toutes parts. Et ce n'est pas facile de jouer avec le temps, mais on arrive quand même à s'en sortir. Et en dehors du journal, nous avons d'autres programmes comme des émissions qui sont présentées et animées par nos collaborateurs. Des contenus sont variés, des thématiques qui sont abordées
prennent en compte les aspects qui régissent la marche de notre société, partant de l'économie à la santé, au social, à l'éducation et au changement climatique. Donc tout est combiné dans nos programmes. On a aussi tout ce que vous pouvez connaître à la télé comme des téléfilms, des documentaires qui valorisent notre culture, le savoir-faire africain, la créativité congolaise. Ça, en tout cas, je pense qu'on a quand même du contenu qui valorise notre identité nationale. Moi, je pense que Télé Congo a beaucoup de hommes. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tous les hommes de Télé Congo? Est-ce que vous avez une influence négative ou bien une faiblesse? Ou bien vous vous imposez en tant que directrice? Moi, je pense, ça c'était un avis personnel, le problème d'hommes et de femmes dont les sphères professionnelles ne devraient pas se poser. Actuellement, on est en 2025, le monde a évolué. Déjà, parlons de notre génération, on a été à l'école avec des hommes, donc on a côtoyé les couloirs, les bancs de l'école ensemble. On a évolué ensemble. Donc il n'y a plus de tabou à ce niveau-là. Dans les familles, pareil, on a autant de frères que de sœurs. Vous voyez? Donc on se côtoie, ça fait partie de nous, de notre décor naturel déjà. Donc, quand on arrive dans l'univers professionnel, on retrouve la même configuration quasiment. Et là où ça peut peut-être poser problème, c'est au niveau des responsabilités. Parce que rares par le passé sont des femmes qui ont été responsabilisées, qui ont eu la confiance de la hiérarchie pour occuper certains postes. Mais aujourd'hui, je trouve que petit à petit, la machine qui est en marche essaie quand même de faire du chemin et les résultats sont quand même assez palpables, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que atteindre la parité, puisque c'est ce qu'on réclame, c'est ce à quoi on aspire. On est encore loin du compte, mais le pas est déjà fait et la machine est en marche. Maintenant, manager les hommes, mais non, c'est une question d'organisation et de savoir comment s'imposer en tant que tel. On ne s'impose pas négativement, on s'impose dans le travail, parce que généralement, on a toujours tendance à minimiser les compétences d'une femme. Et surtout quand elle est responsabilisée, c'est encore pire, parce qu'on pense que elle a été choisie parce que, alors qu'on oublie qu'il y a quand même des femmes dans certains milieux qui ont quand même peut-être plus de compétences que d'hommes. Je ne vais pas le dire par orgueil, mais je sais qu'on est capable de travailler parfois plus que les hommes dans certains domaines. Dans le domaine qui est le mien, le domaine est beaucoup plus féminin parce que on retrouve beaucoup plus de filles dans les écoles de formation en journalisme. Mais maintenant, ça a un peu changé parce que les hommes s'intéressent aussi de plus en plus. Mais pourtant, il y a plus de filles qui vont étudier la communication et le journalisme. Mais quand on monte en échelle, c'est la pyramide qui essaye de s'imposer. Donc, il y a une sorte de filtre qui se met en place. Et quand on monte, au fur et à mesure qu'on monte, il y a un nombre assez inférieure de femmes qui montent avec les responsabilités et aussi peut-être avec les compétences pour certaines parce qu'on ne va pas toujours réclamer, on doit aussi se regarder dans le miroir. La plupart des femmes se laissent guider par le syndrome d'imposteur. Souvent, elles ne se sentent pas à leur place. Pourquoi? Pourquoi ne pas se sentir à sa place quand on sait qu'on a une tête, on a étudié, on a un métier et on a la compétence? Et si on ne se sent pas à sa place, peut-être qu'on se doute de soi, donc on n'est pas sûr de ses compétences. Mais pour une personne qui est sûre de ses compétences, je pense qu'on doit toujours oser, on doit faire, on doit être dans l'action autant que les hommes. Parce qu'on réclame l'égalité, on parle des questions du genre. Ok, je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment où cette question soit derrière nous parce que tout le monde aurait compris que ce soit la femme ou l'homme, tous on a le même cerveau, on est constitué de la même façon. Humainement, on est pareil. Fondamentalement, en termes de la loi et de tout ce qui régit la vie humaine, on a les mêmes droits. Donc, pourquoi ne pas travailler comme des hommes? D'où, sur cette partie, j'appelle quand même à la responsabilité de mes sœurs, de mes petites sœurs, de mes grandes sœurs, celles qui sont toujours réticentes à pouvoir se mettre en avant. Je pense qu'on n'est pas venu s'ériger en assistante.
On est là pour travailler ensemble avec les hommes pour emmener notre société à avancer et chacun doit s'impliquer dans son domaine pour y parvenir. Donc voilà. Merci madame. Nous passons maintenant à notre troisième partie qui est la partie, je dirais, business ou tout ce que madame fait hors son travail de journaliste. Mais avant d'aborder ça, nous allons suivre cet élément et on va nous tous suivre d'abord et discuter après. Au terme de 48 heures d'échange, ces jeunes venus des 4 coins du pays ont tiré de précieux enseignements de l'édition 2024. J'ai vraiment été contente de participer à cela, de voir que le gouvernement soutient encore les jeunes et cela permet aux jeunes de savoir que nous pouvons encore apporter un plus au développement de ce pays. Ce que je retiens de ces assises, c'est ce côté où nous, en tant que jeunes, nous devons prendre conscience que nous sommes les acteurs de la ZLECAf. Il était important pour nous de sensibiliser notre jeunesse autour de ces enjeux pour les aider à s'approprier cette thématique de la ZLECAf afin de pouvoir savoir comment se positionner dans ce grand marché commun qui arrive à grands pas puisque c'est dans quelques années que tous les États signataires de ce projet vont ouvrir leurs frontières, donc lever les barrières douanières. C'est en même temps une opportunité pour tous ceux qui sont porteurs de projets. Il s'agissait pour nous de prendre un peu le relais de ces pouvoirs publics qui travaillent tous les jours, quotidiennement, à mettre en place des initiatives autour de la jeunesse. Nous, en tant que leaders d'opinion, en tant que journalistes, on a estimé qu'il était capital de leur donner les outils nécessaires pour se positionner et se prendre en main à travers les enjeux de la ZLECAf que nous estimons être très importants pour l'avenir. Bon, merci chers téléspectateurs. Nous tous nous sommes convaincus de tout ce qu'on est en train de voir, mais c'est à madame de nous expliquer. Alors, je voulais savoir madame une chose. On a suivi un élément de Mbongi. Mbongi d'abord c'est quoi? Les concepts Mbongi. Et Mbongi veut dire quoi? Ça c'est un mot français, c'est un mot que vous avez pris par un hasard dans des dialectes ou ethnies, ou c'est quoi en fait Mbongi? Alors Mbongi, pour ceux qui connaissent nos langues nationales, peut-être aussi vernaculaires, Mbongi c'est un mot de chez nous. Mbongi c'est un lieu où les gens se retrouvent pour palabrer, pour résoudre les problèmes, pour si jamais il y a une situation dans le village, les gens ont cet endroit-là où ils viennent arbitrer pour essayer de trouver des solutions. Et cet endroit s'appelait Mbongi. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est ce qu'on a étudié dans l'histoire. Et donc, étant bantou, étant congolaise, pourquoi toujours avoir des concepts qui sont liés aux langues des autres, bien que le français aujourd'hui soit notre langue à part entière, parce que étant une langue officielle pour nous, elle fait partie aujourd'hui de nos habitudes et aujourd'hui elle devient quasiment notre langue maternelle également. Donc je pense que dans notre ambition de valoriser notre identité nationale, notre tradition, il est important quelquefois aussi de valoriser nos mots. Et j'ai pensé qu'il était important de créer ce concept et l'appeler Mbongi. Et ce concept a été créé avec mes jeunes collaborateurs de l'association patriotique pour le développement durable, qui est dirigée par Alan Demabou, et autour de lui il y a un bureau. Donc nous avons ensemble pensé mettre en place ce concept pour aider, soutenir et accompagner. Ce qui m'a animée à y arriver, c'est quoi? Moi, je pense, et fort de mon expérience, que la plupart des jeunes ont des initiatives, ont des idées, des projets, mais ont difficilement accès aux médias. Bon, je parle de médias parce que c'est mon domaine, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les choses? Donc, j'ai mis en place un concept qui s'appelle Alinéa. Donc, Alinéa, pour un début, c'était pour encourager les jeunes qui ont des idées, des projets, à venir s'exprimer à la télé, à les présenter aux téléspectateurs. Et à travers cette présentation et ces passages, ils sont repérés par les partenaires qui les soutiennent et aussi par le gouvernement qui se rassure de la force de sa jeunesse à pouvoir mettre en place les choses. Donc on est parti de là. Et aussi à côté du fait de présenter les jeunes qui ont des projets, c'est aussi emmener le public à comprendre le fonctionnement de certaines structures qui régissent au quotidien notre vie, mais dont nous ignorons les missions et le fonctionnement. Donc il arrive, si vous avez eu la chance de suivre Alinéa, de suivre les émissions dédiées, les numéros dédiés aux jeunes dans leurs projets.
et des numéros qui présentent des structures, un projet lié autour d'un responsable qui le manage de main de maître, ou sinon une structure très importante que nous ignorons, que nous présentons dans notre émission. Par exemple, quand j'ai lancé cette émission, l'un des premiers numéros était la présentation de la préfecture de Brazzaville. Ça paraît banal, mais en réfléchissant, quelque chose m'avait taraudé l'esprit. On parle de préfecture, hôtel de la préfecture. Qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Que peut comprendre le public de ce que c'est qu'une préfecture? Et donc, je me suis rapprochée des autorités préfectorales, dont le préfet de Brazzaville, qui m'avait vraiment bien reçu avec son équipe. Et on a tourné ce numéro, on a fait la ronde des services et on a décortiqué service par service pour comprendre le rôle et le fonctionnement. Et à travers cette émission, beaucoup de gens avaient maintenant une connaissance large de cette structure qui est très importante pour nous, mais dont nous ignorons. La plupart des personnes connaissent peut-être la mairie, parce que la mairie, on a l'habitude d'y aller dans notre quotidien, surtout ceux qui sont dans les activités, aller mener certaines démarches, mais ne connaissaient pas forcément la mairie. Donc voilà à peu près. Donc il y a plein d'exemples, on a tourné plein de numéros comme ça, et on reçoit aussi les responsables qui ont des projets à présenter au public, qui pensent que c'est par le canal d'alinéa que le message doit passer. On les reçoit pour leur permettre de s'exprimer et de présenter leurs idées. On arrive aussi à les emmener à présenter au public leur mission pour désacraliser en fait certains lieux et certains endroits qui sont nécessaires à nous au quotidien, mais dont nous ignorons en tout cas l'émission. Donc nous sommes partis de là et toujours dans l'idée de vouloir évoluer, de monter un peu plus dans nos idées. Donc on a évolué jusqu'à arriver à créer Mbongi. Au lieu de faire bénéficier seulement à ceux-là qui viennent à nous, vers qui nous allons pour exploiter leurs idées ou peut-être les emmener à se présenter au public, essayons de faire quelque chose qui doit rassembler un grand nombre de jeunes, que ce soit quelque chose qui soit au bénéfice d'un grand nombre de jeunes. Donc on a mis en place un Mbongi des jeunes, ça s'appelle un Mbongi des jeunes, qui est aujourd'hui en préparation de sa 3e édition. Nous avons commencé avec la première édition avec les thèmes qui sont tous liés aux problématiques de la jeunesse. Je me souviens que le Mbongi de l'année dernière était axé autour des jeunes face aux enjeux de la ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un projet très ambitieux porté par l'Union africaine, par nos chefs d'État qui l'ont souhaité parce que le besoin était exprimé et le besoin est réel. Il est question de favoriser l'intégration régionale. Il est question de faire évoluer nos économies à travers un grand marché commun qui vient briser les barrières et permettre aux Africains de se sentir un peu plus, avoir un peu plus de champ d'action large dans leurs activités socio-professionnelles. Donc c'est un projet qui est en cours. On sait que à travers les sommets qui se tiennent à l'Union africaine, nous voyons nos chefs d'État aller là-bas présenter l'évolution de ce projet. Ce projet sera mis en place dans quelques années. Donc, comment le jeune Congolais, qui est l'avenir de l'Afrique et donc de l'humanité, se prépare à recevoir ce grand marché, se prépare à intégrer ce grand marché. On ne va pas se préparer en regardant les médias, en suivant ce que font nos chefs d'État. On doit aussi se préparer, chacun en ce qui le concerne, à pouvoir se positionner. Une fois le marché arrivé, bon, on est déjà prêt. On n'est que d'être seulement là comme des assistants, à voir comment les produits des autres viendront s'imposer à nous. Donc nous devons aussi s'ériger en créateurs, en producteurs, en ceux-là qui peuvent aussi aller vers les autres pour proposer, pour que nous soyons aussi gagnants. Sinon, on sera là que pour offrir nos frontières aux autres. Les autres en bénéficieront, pendant que nous-mêmes, on ne sera que des éternels consommateurs. Donc il a fallu, en tout cas, présenter aux jeunes cet instrument et les enjeux autour pour leur permettre de se positionner, surtout qu'ils sont encore fertiles. Pour la plupart, ils n'ont pas encore d'emploi. Il y a des étudiants qui sont encore en recherche de positionnement social. Donc il est temps
pour nous, il était temps pour nous de leur montrer un peu ce créneau-là qui peut aider certains de se frayer un chemin professionnel aussi. Donc il y a eu beaucoup de répondants, les jeunes étaient très contents parce qu'on ne travaille pas qu'avec les jeunes comme ça, hein. On fait appel aux experts, aux spécialistes selon les thèmes que nous retenons pour que les jeunes puissent apprendre quelque chose. Et les jeunes en apprennent franchement parce que les résultats sont quand même encourageants et puis par rapport aux retours et aux témoignages que nous avons chaque jour, en tout cas cela nous encourage à faire encore plus. Et donc là nous nous préparons pour le Mbongi des jeunes de édition 2025 qui aura lieu dans un avenir très proche, hein, on va dire dans quelques semaines, au mois de mars, début mars, donc du 4 au 6 mars. Et on a choisi Dolisie. Donc on s'est dit, pourquoi seulement rester dans la capitale? Le Congo, ce n'est pas que Brazzaville, le Congo, ce n'est pas que Pointe-Noire. Le Congo, c'est l'ensemble des territoires, l'ensemble de nos villes et villages et régions, départements. Donc, allons ailleurs. Mobilisons, allons encourager aussi les jeunes d'ailleurs, d'autres régions du Congo, pour qu'ils se sentent aussi concernés par les projets qui sont mis en place au niveau de la capitale. Donc là, nous allons partir à Dolisie pour travailler avec les jeunes de Dolisie. Et autour des jeunes de Dolisie, il y aura certainement d'autres jeunes qui viendront d'ailleurs. Et ce sera comme une sorte, Dolisie sera comme une sorte de hub à ce moment-là de la jeunesse pendant 3 jours pour apprendre autour des panels qui seront animés par des experts, des spécialistes. Et il y aura beaucoup d'autorités aussi qui seront là avec nous parce que, je vais vous le dire, hein, on a eu l'honneur de recevoir le parrainage du ministre d'État Pierre Madiala, ministre en charge des affaires foncières et du domaine public, qui sera notre parrain en tout cas de la 3e édition du Mbongi des jeunes, et autour de lui d'autres autorités qui seront là pour honorer ce grand rendez-vous dédié à la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui qui bénéficie beaucoup plus de l'attention de notre gouvernement à travers la vision du président de la République. Comme vous le savez, depuis 2024, le président avait dédié l'année aux jeunes. Donc cette année, cette initiative qui a été lancée en 2024 se poursuit sur plusieurs années, selon les mots du chef de l'État entérinés par le gouvernement. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société, personnalités publiques, nous devons accompagner aussi le gouvernement dans ce qu'il fait, une manière pour nous d'emmener l'information au plus bas niveau pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se fait au même niveau. Donc voilà l'esprit Mbongi des jeunes. Merci beaucoup madame, mais avant de continuer, nous allons d'abord suivre un extrait et puis on va revenir après. D'accord. Pour cette première journée, j'ai été ravie. On n'est pas sachant, chaque jour on apprend. Participer à cette masterclass m'a servi de beaucoup et m'a apporté une expérience en plus. Parce qu'à travers les dires de certains professionnels dont on doit toujours se fier, j'ai appris un plus en journalisme. Et c'est quand même bien d'assister à ce genre d'événement. Et un grand remerciement à l'INEA. C'est vrai que c'est la première édition, mais je pense que les choses se sont bien déroulées. Les panélistes de cet après-midi, ils nous ont impactés. J'ai été vraiment ravie, honorée même. Et d'ailleurs, je remercie Madame Aline et toute son équipe d'avoir mis à disposition ce masterclass qui a été beaucoup bénéfique pour des amoureux de journalisme et de communication comme nous autres. Ça a été très bénéfique en écoutant les expériences de certains communicants et ainsi que de certains journalistes. Pour moi, personnellement, ça a été un réel plaisir. J'ai adoré. J'ai retenu que ce métier est un métier noble qui va m'ouvrir beaucoup d'opportunités, je peux dire. Des connaissances également aussi, de la connaissance et beaucoup d'expérience. J'ai retenu, suite au conseil que ces professionnels nous ont donné, en tant que journaliste, c'est très bien de se cultiver, avoir une culture assez large. J'ai tellement aimé l'initiative et ce que j'ai encore appris, ce sont les expériences qu'ils ont partagées, m'ont vraiment beaucoup touché. C'est une source de motivation pour moi. Madame, vous avez suivi cet extrait.
Ces derniers temps, vous êtes plongé dans les masterclass, surtout dans votre domaine des journalisme. Qu'est-ce qui vous motive? Alors, comme je l'ai dit, moi, j'aime travailler avec les jeunes. Parce que, pourquoi les jeunes d'abord? Je suis passée par là, j'ai été à leur place. Hier, j'étais élève, puis étudiante. Et je connais les difficultés à être étudiant. Je connais les difficultés à se sentir un peu perdu quelquefois. Je connais les difficultés à se sentir un peu comme un laissé pour compte parce qu'on n'a pas de soutien. Je connais ces difficultés qui arrivent à certains des étudiants qui n'ont peut-être pas de quoi s'offrir de la documentation pour évoluer dans leurs études. Et face à ce genre d'étudiants, vous savez, parfois, l'avenir peut se compromettre. Nous qui aujourd'hui estimons être leurs aînés, parce que ayant passé par là, qu'est-ce que nous devons faire pour les aider? Donc, leur tendre la main. Donc, parler de la jeunesse, c'est parler de la jeunesse de manière générale et à un certain moment essayer de catégoriser, de cibler. Moi, mon domaine, c'est la communication et le journalisme. Si je travaille dans mes activités sans intéresser ces jeunes qui sont dans cette catégorie, qui sont encore en quête de voie de réussite, je pense que j'aurais péché. D'où cette idée d'avoir mis en place les masterclass sur les métiers de la communication et du journalisme au Congo. Et le but, c'était de travailler avec les étudiants finalistes de l'université Marien-Ngouabi et d'autres instituts supérieurs qui enseignent la communication et le journalisme, et aussi les structures qui encadrent, qui œuvrent dans le cadre de la formation en intelligence artificielle. Donc nous les avons réunis, tous ces étudiants-là, autour de ces masterclass pour leur donner des outils, des tuyaux à l'emploi, parce que la plupart des cours qui se font dans nos facultés, ce sont des cours théoriques et les jeunes, de fois arrivés sur le terrain de travail, ont du mal à se retrouver. Et je le dis en connaissance de cause, j'ai dirigé la rédaction Télé Congo pendant un moment. J'ai eu à recevoir des étudiants qui venaient de l'université Marien-Ngouabi, qui pour certains avaient des difficultés à s'insérer et même difficultés à pouvoir extérioriser leurs compétences parce qu'ils n'ont pas été encadrés pour cela. Donc fort de cela et puis des difficultés que nous rencontrons au quotidien, des doléances que nous recevons, on a pensé qu'il était utile en tout cas d'essayer d'aller vers cette catégorie de la jeunesse pour leur donner des clés de la réussite dans le domaine de la communication et du journalisme. Et on a eu la grâce et l'honneur d'être soutenus dans cette activité par l'UNESCO qui nous a accompagnés dans la réalisation et l'accomplissement et la réussite de cette activité. Et madame, il y a quelque chose que je voulais demander. Ces derniers temps, nous sommes en train de voir madame Aline dans des affiches programmant une intervention dans un sommet international de Women ou quoi comme ça. Ah. Pouvez-vous nous en parler en quelque chose de ça? Oui, alors, je suis sollicitée dans plusieurs activités, que ce soit au niveau national et international. Je peux peut-être aussi signaler que je suis dans le cadre de mon volet communication, je fais du consulting. Donc, je suis spécialiste en communication institutionnelle. Sur ce point, il y a aussi du travail. Et la plupart des personnes qui travaillent avec des institutions dans ce domaine ne sont pas forcément formées à jouer ces rôles. Donc, on est parfois sollicité à faire du consulting dans les institutions, tant au niveau national qu'international, pour mettre en avant notre expertise à accompagner certains projets. Et donc, dans ce cadre, je suis aussi beaucoup sollicitée pour faire partie des conférences qui sont organisées ça et là pour porter la voix de la femme congolaise, la femme journaliste congolaise, à œuvrer dans l'évolution et l'épanouissement socio-économique de la femme. Donc cette conférence aura lieu au mois de mars aussi, donc dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. C'est une conférence qui se tiendra à Brazzaville, dans un hôtel de la place. Les organisateurs viennent de Paris parce que le siège de ce concept se trouve à Paris.
Il y aura beaucoup de femmes qui viendront de partout, hein, des femmes qui sont pour certaines connues, pour d'autres non, mais qui font des choses en tout cas phénoménales dans le cadre de l'épanouissement socio-professionnel des femmes. Et donc nous avons été conviés par les organisateurs pour jouer également notre partition dans cette grande conférence, dans ce grand sommet dédié à la femme. Merci beaucoup. Avant de boucler notre troisième partie, j'ai dit troisième partie, Madame, votre présence ces derniers temps, ça cache quelque chose pour 2027. Pourriez-vous quand même éclaircir l'opinion nationale? Qu'est-ce qui a lieu en 2027? 2027, il y a les élections législatives. Ah. Et on voit Madame Aline dans tous les coins du Congo pour mener des actions. Est-ce que les gens se demandent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça? C'est une question qui m'a toujours été posée. J'en ris parce que je me dis, alors, on est leader d'opinion ou pas? Être leader d'opinion, c'est aussi savoir se positionner dans la société et se rendre utile. Avant d'arriver à 2027, on aura d'abord 2026, qui est une année très importante pour nous, car ce sera l'année de l'élection présidentielle. Alors, nous, en tant que journalistes, d'abord, on doit se préparer à cette échéance, accompagner l'opinion à œuvrer dans la réussite de cet événement et emmener le public à comprendre les enjeux de cet événement à travers tout ce qui va se faire, emmener l'information au public dans toutes les étapes de ce processus, car ce sera l'avenir de notre pays qui va se jouer à cet instant-là. Et une fois cette année passée, on aura l'année 2027 qui sera donc l'année de l'élection législative où on verra s'élire nos représentants au Parlement, que ça soit, je pense que ce sera qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, si tout ce que je fais, c'est pour se préparer à cela, ben pourquoi je n'œuvrerai pas dans un parti politique peut-être? Parce qu'un homme politique qui a soif de bénéficier d'une fonction pour l'avenir doit d'abord militer dans un parti politique. Non, c'est pas orienté pour un gain personnel, pas du tout. C'est orienté pour le bénéfice de ma société, donc ma société congolaise. Je dis ma parce que j'en fais partie en tant que Congolaise. Et j'estime qu'il est nécessaire de ne pas croiser les bras, de ne pas se contenter de nos petites fonctions qui, en réalité, n'impactent en rien le quotidien de notre public. Nous devons être dans l'action. Nous sommes là, déjà moi, je suis agent de Télé-Congo, donc la télévision nationale. Est-ce que je dois seulement attendre à être influencé par l'information qui vient du haut sommet? Et je dois aussi montrer que je suis capable d'accompagner cette information jusqu'à la destination finale. Et cette information, c'est dans plusieurs domaines, dans le domaine de la jeunesse. Et pour accompagner cette jeunesse, il y a plusieurs personnes qui œuvrent dans les jeunes. Et moi, en tant que journaliste et communicante, je pense que j'ai aussi ma partition à jouer afin d'aider, d'accompagner nos pouvoirs publics dans leur action salutaire qui œuvrent dans l'épanouissement de notre jeunesse. Donc c'est d'abord cette ambition, parce que pour ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec moi, ils savent comment je suis d'abord de par ma nature. J'aime transmettre. Je ne sais pas évoluer seule. J'aime le partage d'expériences, l'échange de compétences, j'adore. Je trouve que c'est à partir de ces instants-là qu'on évolue professionnellement, parce que quand on partage, on gagne également. C'est comme un enseignant quand il est devant les élèves, que ce soit les élèves de la maternelle ou du primaire ou peu importe les étudiants. Quand il doit se préparer à donner un cours, il se cultive d'abord avant de donner ce cours, de le présenter à ses étudiants ou à ses élèves. Donc, quand il se prépare, ben, il enregistre aussi d'autres compétences qu'il n'avait pas forcément auparavant. Moi, je pense que c'est cela. On peut gagner qu'en partageant. Et un vrai leader, un vrai intellectuel ne peut pas se construire en étant enfermé dans un cocon. Un intellectuel s'ouvre aux autres. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est dirigé vers la réflexion, le débat, l'échange, la discussion. Donc je pense que
cela nous emmène à aller vers les jeunes pour les emmener à prendre un peu de notre expérience et peut-être aussi de notre compétence s'il y en a un peu qui peut les servir. Donc c'est que par cette motivation-là que j'arrive en fait à me mettre en avant pour encourager les jeunes à travers mes initiatives qui sont soutenues par les partenaires. Je ne les fais pas seule. Je suis là. Qu'est-ce que je fais en réalité? Je travaille sur mon image. Donc j'offre aux jeunes mon image et mon carnet d'adresse. Carnet d'adresse parce qu'il y a forcément des structures d'aide et d'accompagnement, des partenaires au développement qui ont des chapitres pour encourager et dont les bénéficiaires ne connaissent pas, ne savent pas par où passer pour y avoir accès. Déjà, en parlant des instruments gouvernementaux, nous avons par exemple au niveau du ministère des PME, les structures comme des FIGA, FONEA, tout cela mis en place pour encourager les entrepreneurs. Donc, qui dit entrepreneur dit les jeunes entrepreneurs, les start-upers et les porteurs de projets. Et ces jeunes-là peuvent entendre, écouter ces informations à travers les médias, mais ne peuvent pas peut-être avoir le courage de s'engager pour aller chercher. Parfois, c'est difficile de se retrouver. Mais nous allons vers eux pour leur faciliter la tâche. Nous menons d'abord une démarche envers ces structures et à notre tour, nous venons vers ces jeunes pour leur présenter les offres et la marche à suivre pour y bénéficier. Et aussi des partenaires qui nous soutiennent parce que voyant que notre action a du répondant et a de l'importance, ils n'hésitent pas en tout cas à nous accompagner dans la réussite de tout ce que nous faisons. Tout à l'heure, j'ai cité l'UNESCO. En dehors de l'UNESCO, il y a beaucoup d'autres structures qui travaillent pour nous aider, pour nous encourager à réussir ce que nous faisons. Merci madame, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors quel est votre message pour boucler cette émission, surtout aux jeunes qui se cherchent, qui sont prêts à suivre votre expérience? Alors le message il est simple. Il y a des personnes qui ont réussi peut-être par des voies farfelues, parce que tout le monde n'a peut-être pas la chance, en étant honnête, en étant compétent, de bénéficier des offres qui peuvent l'aider à se responsabiliser et à se valoriser. Mais je pense que c'est la voie la plus appropriée, réussir par l'effort et le travail. Moi, mon credo, c'est cela. Et toute fois que je suis face aux jeunes, c'est le message que je leur apporte. Travaillez, créez, ne vous fatiguez pas, ayez de la résilience en vous. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça peut peut-être marcher demain. Arrêtez de vous comparer toujours aux autres. C'est pas parce que l'autre a réussi dans ce domaine que toi aussi tu dois forcément réussir dans ce domaine. Tu dois travailler et en travaillant, tu découvres les compétences cachées en toi. Tu te découvres en fait et tu arrives à exploiter parfois d'autres points qui te régissent que toi-même tu ne soupçonnais pas. Et c'est emmener les jeunes en dehors de leur formation professionnelle, de l'encadrement qu'ils ont au niveau des instituts, au niveau de leur famille, de se développer aussi autrement parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation, à l'heure du développement des réseaux sociaux. Le monde devient petit. Ce qui se passe en Occident à midi pile, à midi peut-être une, à Brazzaville, si je suis au courant. Donc il n'y a plus de secret dans ce sens. Nous devons évoluer avec ce rythme qui aujourd'hui régit le monde. Le monde évolue aujourd'hui à un rythme incroyable. Donc nous devons nous réadapter, changer d'habitude, acquérir d'autres outils qui peuvent nous emmener à nous valoriser. D'où on conseille les jeunes à développer ce qu'on appelle les soft skills. C'est ce que nous avons en plus de ce que nous connaissons et nous avons en nous comme connaissances de base et compétences de base. Donc, ces soft skills nous emmènent à nous différencier des autres. Je peux être journaliste, mais en dehors du journalisme, qu'est-ce que je sais faire d'autre? Je prends mon cas, j'ai fait la formation en journalisme. Je travaille en tant que journaliste. J'ai fait des émules à ma façon en tant que journaliste, mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai dit non, il me faut d'autres compétences encore. D'où mon ambition d'avoir été dans ces pays que je vous ai cités pour aller suivre des formations et à me spécialiser en communication institutionnelle.
Et je ne me suis pas arrêtée là. J'ai fait d'autres formations. Je ne peux pas tout citer, sinon ce sera comme si je faisais l'apologie de ma personne. Mais c'est tout ça, c'est l'envie et la soif de toujours apprendre, la curiosité de se sentir capable dans certains domaines, et de se sentir considéré dans ce que nous connaissons. Et il n'y a pas que les formations au niveau des universités ou des instituts supérieurs. Il y a aussi des auto-formations. Aujourd'hui, avec Internet, on peut tout apprendre à tout moment. Il suffit d'avoir une connexion. Il y a plein de formations gratuites. Il y a aussi des formations payantes, mais à moindre coût, qui sont certifiantes, qui peuvent nous emmener à nous valoriser autrement. Donc, je conseille aux jeunes, en tout cas, d'être curieux, de bouger, de ne pas s'asseoir. Moi, je ne m'assois pas dans mon bureau aisément en train d'attendre à signer les papiers. Non, j'aime le terrain, je suis sur le terrain, j'aime aller chercher les jeunes, je vais les chercher, je les emmène à moi et je leur montre ce que, selon leur profil et leurs compétences, ce qu'ils peuvent exploiter pour que leur avenir soit rassuré. Donc, c'est beaucoup de choses que je peux leur demander de faire. À l'heure du numérique aujourd'hui, la plupart des jeunes n'utilisent pas les réseaux sociaux à bon escient. On pense que bon, c'est un outil qui est mis à notre disposition pour se distraire comme ça, pour se taquiner et encore pire, pour s'insulter ou pour diffamer. C'est surtout ça dont on assiste aujourd'hui, la diffamation. Mais non, sortons de ces cocons-là qui ne nous honorent pas. Essayons d'être responsables. Être responsable, c'est quoi? Saisir les opportunités et en faire des outils professionnels. Aujourd'hui, nous devons être des vrais créateurs de contenu. Notre société en a besoin. Nous consommons beaucoup de ce qui vient d'ailleurs. Même sur les réseaux, les contenus pour la plupart qui nous intéressent, ce sont les contenus qui sont créés par d'autres personnes qui sont dans d'autres pays. Mais au niveau local, qu'est-ce que nous faisons alors qu'on a de la matière? On a une culture très riche, le Congo est très riche en culture. On a une économie mais magnifique parce qu'on est un pays pétrolier. Le gouvernement se bat chaque jour pour faire en sorte que le quotidien du Congolais soit amélioré, malgré les difficultés. Et même si à un moment, on veut être à genoux, mais avec l'effort qui est fait au plus haut niveau, on se relève très rapidement. Donc, il y a du potentiel. Saisissons les occasions qui se présentent à nous pour se valoriser, pour être compétitif. Donc, voilà mon message. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez quand même suivi Madame Aline France Etokabeka, qui nous a démontré sa façon de travailler et d'évoluer. Et je demande également à toutes les femmes africaines qui ont suivi cette émission, si vous avez besoin de Madame Aline, contactez Business 24 et vous serez en face de Madame Aline pour toutes vos activités, sommets, conférences ou forums. Merci beaucoup encore à tous les téléspectateurs qui nous ont accordé le temps. Notre émission se boucle en ce moment et on se retrouve la semaine prochaine. Merci et bye.